Bonjour à toutes et tous, Philippe Solé, conseiller en nutrition et micronutrition. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'immunité en général, euh, une, euh, un exposé plutôt de vulgarisation, grand public on va dire, et bien entendu, comme d'habitude, cet exposé, ces conseils ne remplacent en aucun cas un avis médical ou l'avis de votre pharmacien par rapport à votre état de santé, bien sûr. Hein. Ce sont simplement des conseils d'ordre général. Alors, on va faire un petit peu d'histoire, hein. On va parler de l'époque d'Hippocrate, de l'Antiquité. Et il y avait une épidémie mystérieuse que maintenant nous qualifions de typhoïde, qui affectait un grand nombre de personnes à l'époque. Et il s'était aperçu que les personnes qui avaient contracté cette maladie, eh bien, pouvaient après s'occuper des malades sans contracter à nouveau cette typhoïde. Donc, de nos jours, on dirait que ces personnes sont immunisées par rapport à cette maladie. Je vais vous parler maintenant d'immunité innée et d'immunité acquise. L'immunité innée, ça correspond à des mécanismes de défense primaire que nous avons dès la naissance. Quant à l'immunité acquise ou adaptative, eh bien, c'est une immunité que l'on développe au cours des années lorsque l'on est en contact avec des microbes. Chapitre suivant. Les micro-organismes. Alors, les micro-organismes, vous avez donc les virus qui sont transmissibles, donc virus de la grippe, virus du Covid, virus d'Ebola. Nous avons également les prions, qui sont par exemple la maladie de la vache folle, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, ce sont des prions. Les bactéries, des infections ou toxi-infections alimentaires. Nous avons également les champignons, donc mycoses, candidose. Vous savez, parfois on a une candidose buccale ou une candidose intestinale à la suite de la prise d'antibiotiques, par exemple, ou si l'on consomme vraiment trop de sucre. Donc ce sont des maladies que l'on peut attraper comme cela. Et enfin des parasites. Nous sommes de plus en plus agressés par des épidémies. Et il y a deux grandes raisons à cela. Les élevages intensifs d'animaux, qui représentent un réservoir à microbes, mais également les déplacements qui permettent à ces microbes de se disséminer. Les animaux qui vivent en promiscuité, qui sont nourris avec des farines industrielles, systématiquement traités aux antibiotiques, pour préserver les élevages, le problème c'est que vous avez, en mangeant ces animaux, encore une fois, qui sont élevés en batterie, eh bien, nous devenons parfois résistants aux antibiotiques car nous en consommons trop souvent et parfois ce sont des antibiotiques assez forts qui sont donnés à ce bétail, à ces poules, et évidemment en mangeant, eh bien, on s'habitue à cette antibiothérapie. Alors, nous avons par exemple l'apparition au début du XXe siècle, du XXIe siècle, d'une maladie infectieuse, le SRAS, qui est la pneumopathie atypique en Chine. Elle a fait quand même, il y a eu quand même 8000 cas de SRAS dans 27 pays et il y a eu 774 décès. Hein. Nous avons bien sûr d'autres menaces. Hein, parlant du Covid en France, nous avons entre mars et septembre 2021 460 000 personnes qui ont été hospitalisées et 16 000 décès, 116 000 décès pardon, à l'hôpital ou en EHPAD. Majoritairement sur des personnes de plus de 70 ans, parfois en déficience immunitaire, tout dépend, mais enfin des personnes plutôt âgées. Donc, on voit qu'il y a différents virus. Il y a le virus Ebola également en Afrique, virus de la fièvre du Nil, mais surtout la préoccupation, je pense, d'une épidémie de tuberculose résistante aux antibiotiques. Ça, je pense que certains chercheurs sont un petit peu inquiets là-dessus, parce que une personne sur 3 dans le monde est porteuse du bacille de Koch, qui est le bacille de la tuberculose, qui est responsable de la tuberculose, et qui tue dans le monde 2 millions de personnes par an. Hein.
Alors parlons maintenant du microbiote intestinal, hein, que l'on qualifie souvent de deuxième cerveau. Donc c'est le siège de l'immunité. 70% de nos cellules immunitaires s'y trouvent. Donc c'est très important le microbiote, d'où l'intérêt d'avoir un microbiote sain, en bonne santé. Le microbiote, donc, c'est une communauté de micro-organismes, bactéries, levures, qui peuplent l'intestin et qui interagissent directement avec le système immunitaire. Un microbiote sain et diversifié, bien évidemment, favorise une bonne immunité. Parlons des prébiotiques et des probiotiques. Les prébiotiques, ce sont des fibres alimentaires non digestibles comme l'inuline, le FOS, le fructo-oligosaccharide, qui se trouvent dans les légumes, dans les fruits, céréales complètes, et qui servent de nourriture aux bonnes bactéries intestinales. Vous avez par exemple des prébiotiques dans l'ail, dans l'oignon, dans les asperges et dans les bananes par exemple. Ils renforcent la barrière intestinale. Nous avons également des probiotiques. Probiotiques, ce sont des micro-organismes vivants, hein, qui sont bénéfiques, qui consommés en quantité suffisante améliorent l'équilibre du microbiote. Hein, par exemple, vous avez des aliments fermentés comme le yaourt, le kéfir, la choucroute crue, le miso. Vous voyez, ce genre dans cette alimentation-là. Alors, je vais vous parler maintenant de la sarcopénie, qui est la fonte musculaire liée à l'âge, qui est un phénomène, on va dire, naturel, mais qu'il faut évidemment freiner pour avoir une immunité correcte. Donc, à partir de 50 ans, souvent, on perd de la force du volume musculaire et cette fonte musculaire peut être jusqu'à 30%, voire plus, de la musculature initiale, hein, lorsqu'on a une vingtaine d'années, 20-25 ans. Donc, ces conséquences sont nombreuses, cette sarcopénie, augmentation du risque de chute, première cause de décès, hein, chez les plus de 65 ans, augmentation de la durée d'hospitalisation, baisse de l'immunité, dépendance des personnes touchées. Qualifiée de maladie en 2016 par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la sarcopénie touche actuellement environ 1 Européen sur 5 de plus de 55 ans. C'est un réel enjeu de santé publique et voilà, il faut vraiment essayer de faire une activité physique régulière, pas seulement la marche. On voit bien que la marche est insuffisante, hein. Il faut aussi faire du renforcement musculaire. Donc je suis également coach sportif, j'ai mis également des vidéos sur ma chaîne YouTube sur des cours de gym. Je vous invite à vous y référer, à travailler physiquement, à manger suffisamment de protéines. On est à peu près à 1 gramme pour le commun des mortels. Chez le senior, on va plutôt monter à 1,2 gramme, hein, pour prévenir justement cette sarcopénie. Il y a évidemment des protéines animales et des protéines végétales. On n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours, bien entendu, hein, surtout si la viande est traitée par des antibiotiques. Les animaux sont traités par des antibiotiques, vous l'avez compris. Hein. Alors, les différents facteurs de risque d'infection, au départ, nous n'avons pas tous la même immunité, c'est évident. Hein. Il y a des personnes qui vont passer à travers, comme on dit, et puis d'autres, le moindre virus, ces personnes-là vont l'attraper. Donc, il y a des facteurs comme l'âge, évidemment, plus on vieillit, moins l'immunité est bonne, mais également certaines maladies et certains facteurs peuvent nous rendre plus vulnérables aux infections. Nous avons également le stress, qui est très important dans l'immunité. Si on est trop stressé, eh bien, on commence par sécréter de l'adrénaline, hein, et qui finit par, si ça dure un peu trop longtemps, se transformer en cortisol. Et si le cortisol est élevé, l'immunité, évidemment, est plus basse et on risque d'attraper différents virus autour de nous. Hein. Nous avons bien sûr le sommeil, hein, les petits dormeurs, ou les gens qui dorment
peut-être moins de 7 heures, voire 8 heures, ont certainement plus de risques de contracter des maladies infectieuses parce que le sommeil est réparateur, le sommeil permet de réparer la nuit ce qui s'est passé dans la journée, on est plus en forme. Évidemment, s'il y a trop de problèmes de sommeil, il faut essayer d'aller voir un petit peu comment on peut améliorer les nuits que l'on passe pour être plus en forme le matin. Hein. Il en est de même donc du surpoids, évidemment, de l'obésité, du diabète de type 2, la sédentarité, les personnes qui fument ou qui vapotent. Ce groupe de personnes est plus à risque de contracter une maladie infectieuse. Donc voilà, ça dépend aussi bien sûr de notre hygiène de vie. Si on a une mauvaise hygiène de vie, bien évidemment, il y aura des incidences sur notre immunité. Avec l'âge, donc, les niveaux des hormones stéroïdes sont également importants. Hein, les hormones stéroïdes diminuent. Donc, je vous rappelle, hein, la testostérone, les œstrogènes, la DHEA, les hormones thyroïdiennes. Et cela peut entraîner une sensibilité accrue aux infections. Comment on se prépare à une épidémie? Alors, la première chose, c'est éviter cette intrusion de micro-organismes non désirables. Donc, il faut bien entendu prendre des précautions. Et c'est là où j'insiste un petit peu. Donc, évidemment, se laver les mains, avoir du gel hydroalcoolique sur soi, éternuer ou tousser dans son coude, porter un masque si l'on est infecté ou si l'on est sujet aux infections, se protéger dans les transports en commun, etc. Faire attention. Dans les grandes surfaces, les caddies, bien sûr, on ne va pas se gratter l'œil, faire attention à prendre vraiment des précautions à ce niveau-là, surtout chez les personnes les plus fragiles, évidemment. Hein. Alors, quels sont les aliments qui soutiennent cette immunité et combattent l'inflammation? Les aliments, tout d'abord, index glycémique bas, c'est-à-dire des aliments qui augmentent peu la glycémie et donc qui est le taux de sucre dans le sang. Par exemple, des aliments complets, comme les pâtes complètes, le riz complet, sont préférables à des pâtes blanches, du riz blanc. Vous avez également les protéines animales qui augmentent très peu la glycémie, voire pas du tout. Et puis vous avez les fruits et légumes. Les légumes l'augmentent moins. Certains fruits, évidemment, sont plus sucrés, hein, la banane, le raisin. Donc, il faut faire un petit peu attention à cette alimentation globale. Mais ça, ce sont des consignes d'ordre général que je redonne dans mes autres vidéos. Donc, on dit diminuer les sucres. Évidemment, les sucres sucrants, le sucre blanc, la confiture, le chocolat au lait, les gâteaux, etc. Il faut limiter ces aliments-là. Il y a trop de sucre. Donc, on ne les interdit pas, mais sachez que c'est pas très bon pour l'immunité. On augmente donc ça, les fruits et légumes, on l'a vu. Et vous avez également des épices dont on parle régulièrement sur les ondes et même dans le domaine de la recherche, comme le curcuma, le gingembre, la cannelle. Vous avez également des boissons, comme le thé vert, mais des thés verts de qualité, hein, de préférence bio, sencha, matcha, en vrac plutôt qu'en sachet. Également, un café de qualité, amène aussi des antioxydants hein, qui peuvent lutter et nous aider à lutter contre les maladies, hein, mais sans excès. Consommer également des bonnes matières grasses, limiter un petit peu les graisses saturées, beurre, charcuterie, matières grasses laitières dans les fromages, etc. Le limiter un petit peu et plutôt aller aussi vers de l'huile d'olive, qui est du oméga 9, qui est protecteur cardiovasculaire, qui contient des antioxydants. Vous avez également les oméga 3, qui sont très importants. Vous en avez par exemple dans les noix, l'huile de noix bien sûr, mais vous en avez également dans l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de cameline, l'huile de noix.
Toutes ces huiles sont très intéressantes car je vous rappelle, ça c'est une chose assez importante dont parfois on méconnaît ces informations, eh bien le rapport entre les oméga 6 et les oméga 3 doit être d'un oméga 3 pour 4 oméga 6. Actuellement, dans la population générale, il est plutôt de 15 à 20 oméga 6 pour un oméga 3. Et ce simple fait va favoriser évidemment certains problèmes de santé, les maladies cardiovasculaires, une moindre résistance effectivement aux infections, etc. Hein, donc faites attention à cela. Les aliments également fermentés sont recommandés, comme le yaourt. Vous pouvez prendre aussi du yaourt de brebis ou de chèvre, hein, il n'y a pas que le lait de vache. Et également la choucroute crue, le miso, le tempeh, le kombucha, etc. Nous avons également le champignon shiitake, hein, et puis le risque d'infection grippale est diminué de 40% chez ceux qui consomment de 1 à 3 tasses de thé vert de qualité, comme je vous ai informé précédemment. Donc, ne pas négliger le thé vert dans ce type de problématique. Alors, je sais que les compléments alimentaires, la supplémentation, les vitamines, les minéraux sont l'objet de certaines controverses. C'est pourquoi je vais essayer de poser les choses calmement, de raison garder. Il y a plusieurs études, il y a l'étude Suvimax, il y a l'étude du Val-de-Marne, des études françaises sur des milliers, des dizaines de milliers de personnes, qui ont mis en évidence qu'il y avait dans la population générale des carences en vitamines, en minéraux, qui pouvaient être importantes chez certaines populations. Par exemple, les seniors absorbent un petit peu moins bien les vitamines et les minéraux, donc ils peuvent être sujets à des carences plus importantes. Donc tout dépend évidemment des vitamines, des minéraux. Vous avez également des études aux États-Unis, hein, l'étude des infirmières, des grandes études épidémiologiques. C'est la Harvard Medical School, hein, souvent, qui a travaillé sur le sujet. Et de nombreux chercheurs dans ce domaine-là, de la santé, de l'épidémiologie, de la prévention santé, des médecins, des chercheurs, prennent des compléments alimentaires. Toutefois, en France, on n'est pas très fan, hein, de la supplémentation en disant que bon, si on mange normalement, équilibré, je ne veux pas dire grand-chose, mais bon, on ne manque de rien. Les faits, je trouve, sont un peu différents d'après mes sources, et je vais vous donner quelques indications qu'il ne faudra pas prendre au pied de la lettre, hein, comme d'habitude, hein, si vous avez une problématique de santé, si vous prenez certains médicaments, des supplémentations, des vitamines, des minéraux peuvent être contre-indiqués. Donc, ne vous supplémentez pas à l'aveugle, demandez conseil à votre médecin, à votre pharmacien, pour, si vous voulez, vous supplémenter. Là, je vous donne quelques informations. Donc, sur la vitamine D, c'est la vitamine D3 hein, qui est la mieux absorbée. Ne prenez pas de vitamine D2 dans un premier temps, hein, D3. Et c'est celle où véritablement il y a une carence généralisée. Je pense que 90%, voire plus, de la population est carencée en vitamine D. Malheureusement, c'est une vitamine donc liposoluble que l'on stocke dans les graisses, comme la D, comme la E, la K et la A. Et ces vitamines peuvent se stocker dans l'organisme. Donc, elles peuvent être dangereuses en excès. Il faudrait, dans l'idéal, les doser dans le sang et à ce moment-là, rectifier, ajuster. Souvent, les médecins donnent systématiquement de la vitamine D en ampoule, par exemple 100 mg par mois sur 6 mois, l'année, l'hiver principalement, puisque là, il n'y a pas de soleil et on n'absorbe pas du tout la vitamine D. Donc je dirais qu'il faudrait plutôt
d'après les études que j'ai pu voir et les lectures, prendre la vitamine D en gouttes quotidiennes plutôt qu'une ampoule par mois. Elle serait mieux absorbée. Vous avez des dosages de 300 à 2000 UI, unités internationales, voire plus dans des cas vraiment de pandémie mortelle, ça peut monter plus haut. Ça, c'est votre médecin qui peut vous conseiller, hein, ou éventuellement votre pharmacien, mais voilà, il faut voir avec eux, hein. Et cette vitamine D, j'insisterai aussi là-dessus, elle est non seulement utile pour l'immunité, elle est également anti-cancer, elle aide, elle est utile pour la musculature, pour la fixation du calcium sur les os. Donc vous voyez que c'est une vitamine qui est vraiment, je trouve, centrale au niveau de la supplémentation et qui est donnée assez largement par le corps médical, les généralistes ou parfois des spécialistes. Ensuite, nous avons la vitamine C, hein, le fameux acide ascorbique. Alors, cette vitamine C, elle est présente dans les fruits et légumes. Il n'y a pas forcément de carence généralisée. Toutefois, chez les personnes qui consomment peu de fruits et légumes, eh bien, elles ont peut-être intérêt à se supplémenter, notamment l'hiver, hein, on va dire d'octobre à février, par rapport aux infections hivernales. Plutôt que de prendre une mégadose d'1 gramme de vitamine C, qui est une vitamine, je rappelle, hydrosoluble, soluble dans l'eau, c'est-à-dire que les surplus de vitamine C passent normalement dans les urines. Donc c'est pour ça que ces vitamines hydrosolubles, vitamine C, vitamine B, etc., sont moins dangereuses. Elles se stockent pas dans les graisses, elles ne restent pas dans l'organisme en principe. Voilà. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Les vitamines, les minéraux peuvent être dangereux à forte dose ou bien par rapport à des problématiques de santé ou la prise de médicaments. Donc plutôt que de prendre 1 gramme par exemple en une fois, si vous êtes dans une période où il y a des épidémies autour de vous, eh bien on va plutôt prendre 250 mg le matin au petit déjeuner et le soir au dîner. La vitamine C n'est pas excitante, ce n'est pas de la caféine. En principe, dans la très grande majorité des cas, vous n'aurez pas de problème en prenant de la vitamine C le soir. Et ça permet de couvrir une plus large plage horaire, parce que si vous prenez trop de vitamine C, elle va passer une partie dans les urines, et du coup, le midi et le soir, vous n'aurez pas de protection. Alors qu'en en prenant 2, 3, voire plus, mais des petites doses dans la journée, au repas et entre les repas, surtout si vous êtes infecté, ça peut être intéressant. La vitamine E naturelle, hein, que l'on appelle D-alpha-tocophérol, à ne pas confondre avec le DL-alpha-tocophérol, qui est une vitamine E artificielle. Donc là, souvent elle est mal absorbée en vieillissant, et faire attention si traitement anticoagulant ou une opération chirurgicale en vue. Les doses peuvent être de 30 à 100 mg, toujours au repas, puisqu'elle est liposoluble, il faut des graisses au repas. Je reparle de la vitamine D, excusez-moi. La vitamine D est une vitamine liposoluble. Il faudra prendre cette vitamine D à un repas qui contient des graisses, du beurre, des amandes, des noix, de l'huile, etc. Si vous prenez un repas sans graisse, elle sera évidemment mal absorbée. Nous avons également le zinc. Le zinc, il est intéressant pour booster un peu l'immunité. Vous avez 2 sels de zinc qui sont efficaces. Vous avez le citrate de zinc et le bisglycinate de zinc. Le bisglycinate, d'ailleurs, est un sel qui est bien absorbé, que ce soit du fer, que ce soit du magnésium ou que ce soit du zinc. Hein, le bisglycinate est intéressant. Donc là, la dose, c'est 10 à 20 mg par jour. On en absorbe bien sûr par les repas, mais ça peut être utile de compléter
sur certaines périodes, en période d'épidémie, etc. Pourquoi pas. Nous avons également le sélénium. Le sélénium, on le prendra sous la meilleure forme, la plus absorbable, la sélénométhionine. Hein, c'est donc du sélénium associé à l'acide aminé-méthionine, qui a une dose de 30 microgrammes, attention, hein, microgrammes à 100 microgrammes, est une dose qui peut être utilisée, sachant que, attention aux excès là aussi. Donc, plutôt 30-50 microgrammes, sans, sur les conseils peut-être de votre médecin ou pharmacien, s'il y a une problématique de santé particulière, s'il faut booster un peu l'immunité, pourquoi pas. Nous avons également l'acétylcystéine ou la NAC, N-acétylcystéine. Bon, mais ça, ce sont parfois des petits sachets ou des comprimés que l'on peut prendre c'est un acide aminé soufré. Hein, et il peut être utile en prévention ou lorsqu'on est infecté, de prendre soit 200 mg, parfois plus. Ça peut aller jusqu'à 600 en fractionnant toujours en 2 ou 3 fois. Et toujours pareil, hein, on fait attention au traitement médical à côté, on demande conseil à son médecin ou à son pharmacien. Vous avez également, pour les personnes qui ne veulent pas trop se compliquer la vie, à prendre une gélule de ci, une gélule de ça, un sachet, qui veulent plutôt prendre des multivitamines et multiminéraux. C'est possible, sachez que c'est possible, bien sûr. La seule chose, c'est que vous avez dans ces multivitamines, multiminéraux, parfois 15, 20, 30 ingrédients. Par exemple, vous pouvez avoir de l'iode dans certains compléments de multivitamines et multiminéraux. Et l'iode n'est pas forcément recommandé quand on a certains problèmes de thyroïde. Donc, toujours bien regarder la formulation, en parler à son médecin avant d'investir, évidemment. C'est pas, après, on peut prendre des demi-doses, mais quand même, il faut faire attention. Vous avez également, j'en ai parlé tout à l'heure, du curcuma. Mais c'est vrai que le curcuma, précaution, hein, quand on prend du curcuma avec des anticoagulants, hein, des médicaments qui vont fluidifier le sang, parce que le curcuma fluidifie également le sang. Donc ça va se rajouter. Si un sang est trop fluide, évidemment trop épais, c'est pas bon. Un sang trop fluide, il y a des risques peut-être d'AVC ou d'autres maladies, d'hémorragie si vous vous coupez, vous avez un accident. Donc voilà, une femme, par exemple, qui va accoucher prochainement, dans les semaines ou les mois qui viennent, bon, fera attention évidemment au curcuma, aux oméga 3. Évidemment, hein, les oméga 3 sont également des fluidifiants sanguins, très intéressants, hein, pour l'organisme. Il y a de l'EPA, du DHA, pour le cerveau, le vieillissement du cerveau, pour l'œil, pour le cœur. Tout ça est très intéressant, mais il y a des contre-indications. Je parlerai également du magnésium, qui est important pour aussi fixer la vitamine D. Ça, on en parle très rarement. Le magnésium, les sels de magnésium il y a 3 principaux sels. Vous avez le bisglycinate, j'en ai parlé, qui est un sel bien absorbé, non laxatif. Le glycérophosphate, pareil, contient un petit peu de phosphore, donc il faut peut-être le mixer avec un autre sel de magnésium. Et également le citrate de magnésium, qui lui est basifiant, qui va désacidifier un petit peu l'organisme, intéressant pour le sportif également. Donc ces 3 sels sont, on va dire, les 3 principaux, auxquels on peut associer de la vitamine B6, hein, qui va aider à fixer le magnésium. Et également, le magnésium peut être aidé dans sa fixation par la taurine, qui est un acide aminé. La taurine a été vraiment décriée par rapport à des boissons énergisantes, mais la taurine est un magnésiofixateur, un relaxant musculaire, donc rien à voir avec un excitant. C'est surtout la caféine, évidemment, dans ces boissons qui excite un peu les personnes, hein, qui va poser des problèmes, même au niveau parfois cardiaque. Hein. Je précise pour ces multivitamines et multiminéraux, qu'elles ne doivent pas contenir de fer, de cuivre et de manganèse. Ces 3
oligo-éléments ne sont pas compatibles souvent dans une formulation générale. Elles peuvent poser des problèmes être pro-oxydantes, c'est-à-dire entraîner à la longue des maladies. Hein. Il peut y avoir des interactions avec la vitamine C, le fer, etc. Donc si par exemple on est anémié, si on a une baisse de fer, baisse de ferritine, bon, les médecins donnent évidemment des médicaments. Sinon, le bisglycinate de fer est assez intéressant. Il est non laxatif, il n'est pas agressif au niveau digestif et c'est l'un des sels les mieux absorbés. La dose quotidienne à 2,14 mg par jour. Mais si on doit prendre du fer, on le prend à distance de cette multivitamine minéraux ou ces autres vitamines, vitamine D, vitamine C, vitamine E. Par exemple, on prend son fer le matin et la multivitamine, plutôt la multivitamine et les minéraux le matin et le fer le midi au cours du repas ou éventuellement au dîner, hein, jamais à proximité. Je terminerai avec les plantes et les huiles essentielles. Alors, je ne suis pas phytothérapeute, je ne suis pas aromathérapeute, donc je ne vais pas trop me lancer dans une description précise. Je vais simplement citer, d'après les recherches que j'ai pu faire, quelques plantes et quelques huiles essentielles qui peuvent être intéressantes. Attention aussi, là, attention à bien faire attention par rapport à son traitement médical et demandez à votre médecin, à votre pharmacien si vous pouvez prendre certaines plantes ou certaines huiles essentielles. Et puis les tranches d'âge aussi, les enfants, attention par rapport aux enfants pour les huiles essentielles par exemple, les femmes enceintes bien sûr, danger, donc toujours demander. Parmi les plantes que je vais citer, vous avez l'andrographie, vous avez l'Echinacea. Alors l'Echinacea ne serait pas préconisé en cas de Covid. Hein, elle ne serait pas efficace et pourrait même être contre-performante. Vous avez le resveratrol que l'on trouve dans certains aliments. Vous avez un petit peu dans le vin rouge, vous en avez avec une consommation modérée bien sûr. Vous avez également la quercétine qui est aussi une molécule, tout ça c'est un peu des polyphénols, des substances végétales qui sont très utiles pour la santé. Quercétine, on en trouve dans les l'oignon rouge, vous en trouvez dans les pommes, le jus de pomme, etc. Voilà. Vous avez également dans les huiles essentielles l'eucalyptus, le titouis, l'arbre à thé, le ravinsara et le thym. Voilà, là non plus, je n'ai pas de compétences particulières, donc je ne fais que les citer. Enfin, je vais vous donner quelques informations complémentaires sur ma documentation. Au niveau des livres que j'ai consultés, j'ai un ouvrage du docteur Jean-Paul Curté qui, pour moi, est l'une des références nationales, voire internationales, dans le domaine de la prévention santé. L'immunonutrition, donc aux éditions Anne Carrière. Manuel familial de résistance aux infections. Donc ça, c'est un ouvrage qui est un petit peu pointu parfois, mais qui va vous donner un complément d'information. Il a quelques années, donc il faudrait évidemment le mettre à jour. Hein. J'ai également consulté le guide complet de l'alimentation anti-inflammatoire de Wilfried Launay aux éditions Thierry Soucard. En site internet, j'ai consulté principalement lanutrition.fr, qui est pour moi un site d'information de prévention santé, indépendant à la fois de l'industrie agroalimentaire et également des industries pharmaceutiques. Donc, pour moi, c'est l'un des meilleurs sites existants pour s'informer objectivement. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une très bonne santé. Prenez soin de votre santé et essayez de mettre en application un certain nombre de ces principes, toujours en ayant à l'esprit que parfois il faut s'abstenir de prendre certains aliments, comme le curcuma par exemple, ou certaines supplémentations par rapport à des maladies
ou un traitement médical. À très bientôt.